Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence sur ce stand de la métropole de Lyon, ici, au cœur du salon Polytech. Le titre de cette conférence est vraiment très intéressant, vous allez voir. Le pouvoir de changer, mesures d'impact et stratégie climat, tous engagés pour accélérer la transition écologique. Parce que pour changer, pour accélérer la transition écologique, il faut se connaître, il faut connaître ses impacts, les impacts de son entreprise. Pendant une première partie, le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, échangera avec deux chefs d'entreprise engagés pour le climat au sein de la nouvelle CEC. Voilà, faites-vous familiariser avec ce sigle, la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Et c'est Alexandra Mathiolon pour Serfim et Cécile Mazot pour Mazot BTP qui nous font le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et puis on découvrira ensuite avec Emeline Baum, la première vice-présidente de la métropole, en charge notamment de l'économie, l'outil de diagnostic dont vient de se doter la métropole pour aider les entreprises à accélérer cette transition écologique. Il s'agit donc de mesurer les impacts de l'activité de l'entreprise dans différents champs. Vous verrez, c'est très concret. C'est aussi une première en France et c'est porté par la métropole de Lyon. On en parlera tout à l'heure. Et puis nous verrons enfin avec deux représentants d'entreprise, Apicil et Ninkasi, comment ils ont utilisé cet outil parmi les premiers et quelles conséquences ça commence à avoir sur leur quotidien de leurs équipes, sur leur activité. Et puis on terminera bien sûr par une séance de questions-réponses. Bonjour Bruno Bernard, vous êtes le président de la métropole de Lyon. Un petit mot d'accueil pour débuter. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité cette rencontre ? Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Je trouve que cette initiative de la Convention des entreprises pour le climat est une chose excellente. Il était pour moi important de soutenir cette action et de la mettre en valeur. Et en plus, ce sont avec deux chefs d'entrepreneurs, de chefs femmes, ce qu'on trouve de plus en plus à la tête des entreprises, mais pas encore assez. Donc c'est aussi une chose importante que la place des femmes soit de partout dans les entreprises, comme en politique et dans tous les milieux. Et leur investissement dans cette convention climat, Alexandra Mathiolon pour Serfim et Cécile Mazot pour le groupe Mazot BTP, groupe Mazot tout court, et quelque chose pour moi de très important. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez donc entendu parler peut-être de la Convention citoyenne pour le climat, évidemment. Depuis septembre a été mise en place la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Jusqu'au mois de juin prochain, cette convention rassemble 150 dirigeantes et dirigeants avec une grande diversité de secteurs qui vont mener des travaux pour faire évoluer les mentalités, mais aussi sans doute la législation, bref, pour avoir un véritable impact positif sur le climat. Bonjour Cécile Mazot. Vous êtes donc présidente de Mazot. Un mot rapide sur la nature et le dimensionnement de votre activité pour qu'on se rende bien compte. Alors rapidement, l'entreprise Mazot, je suis la 5e génération, j'aime bien le dire parce que c'est important quand même. On est basé à Villeurbanne, 130 salariés, donc groupe dans la construction, donc tertiaire, habitat, sur une région, on va dire une grande région Aura, Clermont jusqu'à Dijon. Voilà. Très bien. Votre entreprise est très engagée au niveau régional. Parlez-nous de votre engagement au sein de cette CEC. Comment, pourquoi vous vous êtes retrouvé dans ce début d'aventure ? Alors le déclic, c'est peut-être une histoire de génération, mais on n'est pas là pour parler des autres générations. Déclic, c'est quand je suis enceinte. 2009, j'attends mon premier enfant. Juste un peu avant 2008, je lance le groupe dans l'ISO 14001, qui est quand même quelque chose d'assez lourd pour une PME. On obtient l'ISO en 2009 et ça transforme la vision de mes équipes au niveau de l'environnement. Donc c'est déjà un premier jet qui est important. Ça marque une rupture entre l'avant et l'après, une prise de conscience de notre activité, de notre impact sur l'environnement. Après, bien évidemment, des actions jusqu'à aujourd'hui. Pour répondre à votre question, donc pourquoi est-ce qu'on s'est embarqué dans la Convention des entreprises pour le climat ? On mène pas une bataille seule. Ça marche pas. À un moment donné, on peut être seul dans son entreprise. On a ses collaborateurs, on est déjà un peu moins seul. On a sa famille, ses amis, mais un combat, il se mène à plusieurs. Et donc moi, j'avais vraiment envie de rentrer dans une convention, dans un groupement comme ça, où on puisse échanger avec d'autres chefs d'entreprise, pas uniquement des chefs d'entreprise qui viennent de la construction, et s'enrichir mutuellement. La convention, j'ai trouvé beaucoup plus que ça. J'ai trouvé bien évidemment une espèce de grande famille où on partage des valeurs communes. J'ai surtout d'abord pris une grande claque. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe réellement. On voit bien qu'il y a des dérèglements, mais on n'a aucune conscience de ce qui va arriver d'ici 2030 et 2050. Parce qu'on est un petit peu baigné dans « oui, allez, on va y arriver, oui, on va changer les choses tout doucement », mais voilà. Et donc je pense que cette prise de conscience, elle est importante, elle fait mal,
elle est dure pour nos enfants. Voilà. On vous sent ému. Ouais, c'est dur. Pour la petite histoire, vous avez participé lundi à une visio séance qui a duré 3 heures et qui vous a marqué. Voilà, et je suis partie en pleurant. On se rend pas compte de tout ce qui nous arrive, voilà, en gros. Mais on est acteur. Moi, j'ai confiance en l'être humain. J'ai confiance en notre capacité d'innover. Et surtout, on voit bien l'être humain est fort quand il se regroupe, quand on travaille tous ensemble, quand on travaille avec la métropole, quand on travaille avec nos clients, quand on travaille avec nos partenaires. Je voyais Vika tout à l'heure. C'est important de se regrouper. Une bataille, elle se mène à plusieurs. Et donc moi, je vraiment, si tous les chefs d'entreprise qui sont présents dans la salle, vraiment prenez contact avec cette convention, venez nous rejoindre parce que c'est à plusieurs qu'on avancera. Voilà. Et petit pas par petit pas. Voilà. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous étiez 150 dans cette convention. Est-ce qu'il reste encore de la place? Est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'on peut participer à des séances supplémentaires? Enfin, comment ça fonctionne? Alors là, il faut prendre directement rendez-vous. Moi, j'en sais rien. Mais après, là, on est 150. C'est un grand mouvement qui est lancé. Donc, je pense bien que oui, il y a encore bien évidemment de la place pour les chefs d'entreprise et pour les acteurs qui veulent participer. C'est évident. C'est pas un club élitiste où on se dit on est entre nous. Au contraire, non. Il y a une grande ouverture. Donc, je vous engage à aller vraiment sur le site internet, à regarder, à nous suivre. Moi, je suis sur LinkedIn. Alexandra aussi. Envoyez-nous des messages. Nous, on peut vous mettre en relation. Mais il faut aller vite et il faut aller ensemble. Voilà. On voit déjà les autres promotions. Alexandra Bintelion, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Un tout petit mot rapide pour ceux qui sont ici, pour dimensionner, nous donner quelques éléments sur votre groupe Serfim. Serfim, c'est une entreprise de taille intermédiaire à l'actionnariat familial et salarial. On a à peu près 150 ans bientôt et on est vraiment une constellation d'entreprises à taille humaine qui œuvrent sur les grandes transitions énergétiques, environnementales, numériques et sociales. C'est vraiment à la fois l'énergie sous toutes ses formes, la performance énergétique, l'éclairage, les énergies renouvelables, le chauffage urbain aussi, le recyclage avec de plus en plus de filières et la dépollution par exemple. Très bien. Alors vous aussi, vous faites partie de cette CEC. Comment et pourquoi vous y participez? Alors la CEC, on me l'a proposée à la fois par Elisabeth Hérault qui était donc à la CNR et un collaborateur qui m'ont poussé à fond. J'étais au moment en fait où j'allais accoucher de mon deuxième enfant, donc voilà, qui est né en mars. C'est un fil rouge, décidément. Les femmes font des bébés. Et du coup à ce moment-là, je me suis dit il faut que j'y aille. Ça a l'air exceptionnel. J'ai fait des études dans les énergies renouvelables et l'environnement, en fait, il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années. Mais c'est vrai que cette CEC, la première session, j'ai vraiment eu une claque aussi, une vraie réalisation. Ils ont vraiment fait un travail de fond pour voir le problème de façon extrêmement systémique, avec à la fois du scientifique, de l'économie, même des poètes qui ont parlé du climat. Donc là, c'était plus original. Et l'idée, c'est vraiment de faire des propositions impactantes et audacieuses pour respecter les accords de Paris. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Cécile. Face à l'urgence et l'ampleur du défi climatique, il faut absolument qu'on rassemble nos initiatives, qu'on voit que du positif dans tout ce qui peut être fait pour se rassembler ensemble et pour construire ensemble. L'objectif pour moi, c'est à la fois de challenger nos feuilles de route. En fait, évidemment qu'on fait des choses depuis un certain temps, mais comment on peut aller plus loin et d'échanger avec des dirigeants qui ont cette réalité du terrain. C'est extrêmement utile. Voilà. Très bien. Vous êtes dirigeante toutes deux d'entreprise. On sent que vous avez la motivation, vous avez envie et on imagine que vous avez aussi le pouvoir de faire changer votre entreprise. C'est votre décision, c'est vous. Mais plus largement, est-ce que cette accélération pour la transition écologique, elle est compatible avec l'idée même, l'objet même de l'entreprise? C'est plus profond comme question, mais il y a un moment, il va falloir vraiment se la poser. Non, mais... Cécile Mazot, peut-être. Non, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais, on commençait à en parler tout à l'heure. Quand on rentre dans la convention, on n'est pas là juste pour discuter. Il y a un vrai travail de fond qu'on a démarré. Comme l'a dit Alexandra, là, il y a des équipes qui ont été montées, des groupes de travail qui ont été montés. Et l'objectif, il va jusqu'à la transformation de nos modèles. Donc, c'est quelque chose de très puissant. C'est pas juste des mots comme ça. Voilà, c'est une transformation de modèle. Ça paraît facile. Il faut embarquer toutes les équipes, nos partenaires. Enfin, c'est un travail de fond. Il va pas se faire comme ça le travail et moi je pense qu'il faut prioriser
Voilà, donc ça passe pour notre entreprise, ça passe déjà par un bilan carbone. Je pense que c'est la priorité. Et comprendre aussi quels sont les besoins de la planète. Souvent, on parle des besoins de l'être humain. Moi, je reviens sur la planète pour une fois. Ça serait bien qu'on la mette au cœur du système et de se dire, elle a besoin de quoi, là, tout de suite. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il fallait qu'on agisse déjà tout de suite sur le CO2. Donc l'objectif, c'est de décarboner notre activité au plus vite. Fin de semaine, nous, on a notre bilan carbone, justement, qui va nous être expliqué par E6. Pour moi, c'est une première période. Voilà, c'est un premier étage à la fusée. Et puis après, par rapport à ce bilan-là, on va embarquer toute l'entreprise. Et ça ira même jusqu'à comment nos collaborateurs aussi peuvent influencer leur manière de vivre. Parce que ça touche pas que l'entreprise. Oui, c'est vraiment c'est un modèle de société. Donc, c'est sûr qu'il faut pas prendre peur. Les choses, elles changent. Et elles changent, on le voit déjà quotidiennement. Et on en parlait tout à l'heure. Au même titre qu'on a déjà changé nos habitudes alimentaires, va falloir qu'on change tout doucement, mais je pense que le Covid nous a aidé, nos manières de consommer. Voilà. On parlera de l'étude d'impact tout à l'heure avec Emeline Baume. Alexandra Mathiolon, vous vouliez rajouter quelque chose sur la nécessité de changement, changer l'esprit, changer l'objet peut-être de l'entreprise? Alors effectivement, à la fois évidemment qu'on travaille pour réduire notre émission, notre empreinte environnementale avec tout ce qu'on peut faire, énergie renouvelable, verdissement de la flotte, performance énergétique. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut transformer nos modèles et voir nos métiers qui ont du sens et ceux qui en ont moins et comment on va se transformer pour avoir tous nos métiers finalement qui sont fondamentalement au service de la transition environnementale. Et je rejoins le point sur le fait qu'il faut embarquer nos fournisseurs, nos clients, nos partenaires. C'est pour ça que le SPAR, le schéma de promotion des achats responsables, va être fondamental pour ça, dont on va évoquer un petit peu. Et à la fois pour les entreprises, d'expérimenter. On a fait un chantier bas carbone récemment, donc notamment avec Vika et d'autres partenaires. L'idée, c'est vraiment d'être force de proposition, de trouver des solutions, d'avancer et voilà, juste de proposer. Fondamentalement, il faut qu'on soit dans l'action concrète et de façon assez forte. Et votre participation, toutes les deux à la CEC, vous pousse à prendre ces décisions rapidement, à vraiment être dans l'action rapidement? L'idée, c'est vraiment d'accélérer nos propres feuilles de route. C'est aussi d'embarquer d'autres entreprises de notre secteur, évidemment. De votre écosystème. De notre écosystème, tout à fait. Et c'est aussi, comme la Convention citoyenne pour le climat, de faire des propositions au monde politique pour accélérer véritablement la transition environnementale, respecter les accords de Paris. Et concrètement, vous avez déjà des idées d'application, de changement pour votre entreprise, pour vous, Cécile Mazot, par exemple? Alors on a déjà bougé par rapport à l'ISO, donc déjà on a changé un peu notre façon de produire. On a un autre regard, en tout cas les équipes ont aussi un autre regard sur les modes de production. On travaille avec nos partenaires justement pour changer un peu les choses. Là, clairement, le bilan bas carbone va aussi nous permettre aussi de voir aussi quels sont ses impacts par rapport au carbone, comment on va pouvoir décarboner. Là, on n'a pas encore mis en place le plan d'action, donc je pourrais en dire plus par la suite. Mais moi, je crois beaucoup en des solutions qui sont simples. Aujourd'hui, on complexifie trop les choses. Je pense qu'il faut se parler, il faut agir ensemble. Voilà. Et comme dit Alexandra, il faut tester. Il faut tester. Voilà, il faut tester en permanence. Les fournisseurs, nos partenaires ont des innovations. Ils ont les R&D. Nous, on a les chantiers pour les mettre en place. Donc, on y va, quoi. On y va. Par contre, il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est pour ça que je pense que ce bilan carbone est une bonne chose. Après, de manière pragmatique, on travaille avec les équipes pour émettre un plan d'action. Et là, on pourra aller vite. Voilà. Il faut d'abord se poser les bonnes questions en premier lieu. Mais ça, c'est le chef d'entreprise qui doit pousser cette politique-là et qui doit impulser les choses. Et après, on embarque tout l'écosystème. Voilà. Alexandra Mathiolon, vous rajoutez une dernière chose? Oui, tout à fait. Je trouve qu'embarquer nos collaborateurs et collaboratrices aujourd'hui, c'est une évidence. Ils sont dans l'attente en fait et ils nous poussent véritablement dans l'action. Je crois beaucoup que l'entreprise demain, elle va être lue donc en termes de sécurité, en termes d'environnement et en termes de finances. On va vraiment bouger le curseur sur comment on lit l'entreprise, être beaucoup plus dans cet angle-là. Donc nous aussi, donc on est dans notre bilan carbone avec l'idée de former. Donc on est plutôt avec WeCount. L'idée, c'est de former véritablement en interne. Alors évidemment, on est audité derrière, mais l'important, c'est que vraiment tous les membres de l'entreprise, toute la chaîne soit consciente et sache évaluer l'impact carbone derrière. Et pour nos secteurs, concrètement, la filière des travaux publics est bien consciente qu'elle a un impact assez majeur sur les émissions. C'est évidemment travailler sur les ressources, travailler sur la flotte de véhicules où là, les solutions sont pas toutes évidentes, mais pour le coup, pour moi, il y a des évidences et il faut y aller là où on peut.
Merci beaucoup. Bruno Bernard, président de la métropole, comment vous réagissez à ces témoignages? J'ai envie de dire un peu trivialement que on pourrait se dire, mais ne le prenez pas mal, hein, ça y est, ils commencent à se rendre compte, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que vous le dites, sous différentes formes, au cours de différents mandats, élections, etc. Et ça y est, on a l'impression que ça devient plus concret pour tout le monde. Les choses bougent bien et vite. Moi, je veux pas être tourné sur le passé. Le passé est le passé. On le refera pas. Donc, ce qui compte, c'est l'avenir aujourd'hui. On a une convention citoyenne climat, 150 personnes tirées au sort, qui représentaient toute la population. On a vu qu'un travail collectif, avec des experts, indépendants des politiques, arrivait à des propositions fortes. 250 citoyens qui n'étaient pas écolos au départ, qui réalisaient, mais un peu ce qu'ils ont expliqué, Alexandra et Cécile, les difficultés et qui ont fait des propositions avec plus ou moins d'impact pour la Convention citoyenne climat. Que ce travail soit fait par des chefs d'entreprise est quelque chose d'exceptionnel. Parce que moi, je sais que les propositions qui vont sortir, seront réalistes, pragmatiques et que ça sera très difficile pour les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, de ne pas les appliquer. Et je crois qu'on va pouvoir gagner en termes de rythme et de rapidité énormément avec cette convention. Donc pour moi, c'est vraiment une chose extraordinaire et je remercie vraiment les 150 chefs d'entreprise qui y sont impliqués. Et alors, comment une collectivité de la taille de la métropole peut accompagner ce mouvement ? Alors il y a beaucoup de choses. D'abord, il faut le dire qu'on est dans un cadre national et européen. La première chose, c'est qu'il faut avoir une coopération européenne pour relocaliser nos industries, nos activités en Europe, en coopérant entre pays. Il ne faut pas faire de la concurrence entre la France et les Pays-Bas, c'est pas le sujet. Il faut protéger nos frontières et qu'on arrive à relocaliser dans le respect naturellement des normes environnementales et sociales et pas accepter du dumping social comme on a aujourd'hui. C'est naturellement pour décarboner nos industries, mais c'est aussi une question d'indépendance, c'est une question d'emploi, c'est une question simplement de bon sens. Nous, au niveau de la métropole, on a réaffirmé notre soutien aux activités productives. C'est par exemple une action foncière de plus de 40 millions d'euros pour trouver des terrains, pour conserver des terrains, des activités et pouvoir les fournir aux entreprises. C'est un fonds d'amorçage industriel, 80 millions d'euros pour aider des nouvelles industries à se développer, qui respectent naturellement la transition écologique. Nous avons aussi lancé un manifeste pour une industrie qui se transforme et s'engage pour l'environnement avec déjà de nombreux signataires. C'est notre guide pratique sur les dispositifs d'accompagnement. C'est, Alexandra l'a rappelé, un schéma d'achat responsable qu'Emeline Baum pilote et qui est en train d'être mis en place avec plus d'une centaine d'entreprises qui y travaillent pour qu'on ait une ambition en termes de normes environnementales, sociales, de RSE forte et que petit à petit on progresse sur le territoire pour nos achats métropoles, mais qu'on fasse naturellement profiter les autres de ce travail, les autres collectivités, des grandes institutions publiques ou privées qui voudraient aussi profiter de ce travail. C'est des expérimentations, un chantier zéro carbone qu'on a lancé ensemble à Bron pour essayer. C'est par exemple aussi une peinture anti-chaleur qu'on a testée. Et moi, je souhaite que toutes les entreprises qui ont besoin de faire de l'expérimentation et du test viennent taper à la porte de la métropole de Lyon pour qu'on leur offre cette possibilité. Et dernier outil, et c'est pas le moindre, mais que présentera Emeline Baum juste après, c'est un outil d'évaluation territoriale des impacts des entreprises, mis à disposition gratuitement aux entreprises pour qu'elles puissent évaluer et voir où elles en sont. Merci beaucoup, c'est très concret. Merci mesdames, restez avec nous parce que finalement on a de la place. Peut-être que monsieur Dumas, vous pouvez aussi nous joindre pour Apicil, peut-être à côté de monsieur Fargier là-bas. Et je vous interroge dans quelques instants. Emeline Baum, vous êtes la première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge notamment de l'économie et de l'industrie. Et vous allez nous présenter ce dont le président vient de nous parler, cet outil de mesure d'impact, une innovation, une première en France pour une collectivité véritable pionnière sur ce secteur. Et avant d'en parler ensemble, on regarde cette très courte présentation pour qu'on comprenne en bref de quoi il s'agit.
Voilà. Alors, Emeline Baum, quel est le constat qui a mené à la nécessité, à l'envie, au besoin de lancer un tel produit? Et est-ce que c'est le rôle de la métropole de faire ce genre de choses? Alors le constat, on l'a affiché dès le début de cette conférence, c'est la prise de conscience d'hommes et de femmes qui sont habitantes, habitants, collaboratrices, collaborateurs, chefs d'entreprise ou alors associatifs, consultants, donc toutes les parties prenantes du territoire qui s'interrogent sur la stratégie bas carbone, les accords de Paris. Qu'est-ce qu'on fait pour la transition écolo? Comme l'a dit Alexandra, je pense à une structure qui s'appelle Weekend, qui accompagne des entreprises. L'idée, c'était finalement d'accumuler un peu toutes les questions qu'on peut se poser, donc tous les sujets d'indicateurs d'impact au-delà de la RSE ou de l'ISG, et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut pousser comme outil à l'ensemble des organisations socio-économiques du territoire pour qu'elles puissent avoir un outil de sensibilisation, parce que éventuellement peut-être toutes les chefs d'entreprise ne peuvent pas tout de suite participer à la convention des entreprises engagées pour le climat. D'avoir aussi un outil d'accompagnement pour orienter ces décisions, pour piloter ces décisions de gestion interne, et de provoquer, c'est ça qui est important, et ça répond à la question de pourquoi la métropole de Lyon amène un tel outil, c'est de provoquer un engagement, une dynamique collective. Il y en a des dynamiques collectives sur le territoire, il y en a par bassin de vie, dans des zones industrielles, donc au sein d'associations, il y en a au sein des clusters, il y en a au sein des pôles de compétitivité, par filière, avec les branches professionnelles, avec les organismes consulaires. Mais là, ce qu'on souhaitait, c'était amener un outil qui soit transfilière et qui n'ait qu'un objectif, c'est la mesure d'impact en pensant global et local. Transfilière, ça veut vraiment dire que ça s'adresse à toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grosse industrie, du service, de tous les secteurs. Voilà, ça s'adresse vraiment à toutes les tailles d'entreprises et toutes les filières, qu'on soit au nord, au sud de la métropole de Lyon. Et comme l'a indiqué le président de la métropole, cet outil peut aussi demain être utilisé en coopération avec d'autres territoires, bien entendu. On est en données ouvertes. L'urgence est telle, comme l'ont indiqué Cécile et Alexandra, qu'on n'en est plus à des questions de propriété intellectuelle, en tout cas sur des démarches méthodologiques comme ça. Alors on va avoir une petite démo tout à l'heure, mais quels sont les champs d'impact qui sont étudiés? On parle de quoi? On parle que du carbone? Non, justement, alors on parle plus large que ça. Pourquoi? Parce qu'on est sur un territoire, et que sur un territoire, il y a des sujets, spontanément, quand on parle transition écologique, on parle eau, énergie, approvisionnement. Voilà, donc il y a une brique autour de la réalité environnementale des impacts. Mais il y a aussi un sujet de justice sociale, on y est extrêmement intéressé, nous, la métropole de Lyon. Pourquoi? Je le rappelle, je fais de l'éducation à la citoyenneté. On est aussi un département, la métropole de Lyon, donc on a les sujets d'action sociale. On accompagne les hommes et les femmes qui sont en parcours de RSA, en parcours d'insertion. Vous toutes et tous, vous le savez, il y a énormément de personnes qui se sont posées des questions au moment de la pandémie, eu égard au confinement, au stress que ça a amené. Et dans ce sujet de justice sociale, il y a la question de l'égalité femmes-hommes au sein de nos organisations. Il y a la question de la place donc, qui est faite aux hommes et aux femmes en parcours d'insertion, mais aussi à l'apprentissage. Je rappelle que si on veut ici et maintenant produire, il faut que dans l'inconscient collectif, on repositionne le sujet des activités productives. Ça passe par les stages de troisième et ça passe par l'apprentissage. Il y a aussi le sujet de la santé pour toutes et tous, la santé au travail, du bien-être au travail. Et puis, il y a aussi le sujet de la soutenabilité économique, donc des sujets de traçabilité, d'approvisionnement, de numérique aussi. On l'a pas évoqué ici spontanément, mais on a tous et toutes en tête les éventuels soucis avec nos data centers. On me l'a en plus dit en aparté, ça me permet de le dire que donc cet outil, on l'a travaillé avec un partenaire qui est Génétique, que j'ai vu tout à l'heure, mais je l'ai perdu de vue. Et comme ça, je le dis en toute transparence, Génétique, il est hébergé par OVH. Et comme c'est arrivé il y a quelques semaines ou quelques mois, il se trouve que les serveurs d'OVH sont en rade, sauf erreur de ma part. Oui, depuis 9h, voilà. Depuis 9h ce matin, mais c'est revenu là, c'est bon? Ok, c'est bon. Bah super. C'était Ce que juste ça ce veut matin. dire ici, comme l'ont dit Alexandra et Cécile, c'est que voilà, on a des vulnérabilités sur notre territoire et on a des vulnérabilités planétaires. Cet outil, au travers donc de ces 5 briques, il va questionner ces vulnérabilités. L'enjeu, c'est vraiment
de pouvoir ensuite ouvrir des perspectives, comme vous l'avez vu là sur la petite vidéo, et de raccrocher ce que le président de la métropole montrait, tous les dispositifs qui existent. On parle souvent de la jungle, des aides, etc. En fait, il existe plein de guichets de financement, plein de guichets d'accompagnement. Le premier guichet chez nous, ce sont les hommes et les femmes qui sont développeurs économiques, mais ils ont plein d'autres collègues. Et l'idée, c'est vraiment de donner un outil pour mettre en mouvement et pour transformer derrière. C'est pas un outil pour faire de la communication. Attention. Le challenge pour nous, Métropole de Lyon, demain, et Alexandra l'a amené spontanément, c'est voilà, comment cet outil, il guide les organisations socio-économiques qui vont répondre à notre commande publique, parce que oui, l'achat public, c'est un levier essentiel, et comment cet outil, demain, il va conditionner, ça ce sont les mots des élus politiques, nos accompagnements en matière d'investissement sur le territoire. Le sujet, c'est pas de contraindre, le sujet, c'est d'inciter et d'accompagner avec l'accélération qu'on doit y mettre. Je tiens à indiquer ici que cet outil, il a été travaillé en mode accélération, justement. Il a été travaillé depuis l'année dernière, initié par les étudiantes et étudiants de la Public Factory, donc de Sciences Po Lyon, pour être très terre à terre, et je crois qu'ils sont là. Ils sont là. Donc je les remercie. C'est pour vous dire un peu comment on a ce souci du collectif. On propose un outil pour faire collectif, mais c'est dans l'ADN, voilà. On l'a travaillé avec des étudiantes et étudiants. Paf, première brique. Deuxième brique, on l'a travaillé avec des comptes clés volontaires, et je sais que vous allez témoigner, 20 comptes clés volontaires, et je remercie Anne-Sophie Peter, la chargée de mission en charge des comptes clés, pour ajuster, parce qu'au départ, pour être clair, c'est un fichier Excel avec 182 lignes. Moi, la vice-présidente écologiste, ça me pose aucun problème. Mais on avait besoin de savoir si c'est complexe, pas complexe, il y a des mots creux, est-ce que ça a du sens? Donc voilà, je vous remercie, vous en aurez le témoignage. Bêta-testeurs. Et demain, l'idée, c'est de l'améliorer au quotidien grâce à, et je termine là-dessus, Thibaut Bagnères, qui est le chargé de mission du service public qui a travaillé sur ce sujet-là. Il faut que vous ayez en tête que ce sujet de faire face aux enjeux du moment, faire face collectivement, comme tu le disais, certains disent une équipe de France, d'autres disent on ne fait pas une guerre tout seul. Voilà. C'est important d'avoir en tête qu'on a des hommes et des femmes à toutes les strates qui s'investissent. C'est nécessaire, important et vital d'avoir le président de la métropole et des élus qui s'engagent, qui sont volontaires. C'est nécessaire et vital de rencontrer les parties prenantes du territoire et d'avoir avec nous les hommes et les femmes du service public. C'est ça l'intérêt général. Merci Emeline Baume. Et justement, puisque vous avez cité Thibaut Bagnères, chef de projet Impact à la métropole. Thibaut, vous allez nous faire une petite démo. Alors c'est très court, hein, c'est une petite vidéo que vous allez nous commenter pour nous expliquer comment ça fonctionne. On peut lancer la vidéo. Donc, vous pouvez accéder à la plateforme via un login, un identifiant et un mot de passe. Dès l'accueil, vous pouvez accéder au questionnaire qui se charge. Le questionnaire donne accès donc à des questions à choix multiples, choix simples, etc. Vous pouvez naviguer sur la plateforme entre les différents domaines, donc viabilité environnementale, inclusion, justice sociale, etc. Une fois que vous avez rempli l'ensemble du questionnaire, vous avez accès à un score global, un score par impact, levier, mais également vous avez un score pour chaque sous-domaine. Une fois que vous avez vos scores, vous pouvez accéder aux pistes d'amélioration. Donc on a un classement par score, donc les plus faibles, etc. Ensuite, vous avez accès à des recommandations. Et une fois que vous avez vos recommandations, vous pouvez évidemment mettre des actions en place. Et une fois que vous avez mis des actions en place, vous pouvez suivre dans le temps les progrès. Donc l'idée, c'est évidemment de progresser dans le temps. Et vous pouvez également vous comparer par rapport à l'ensemble des entreprises qui ont rempli le questionnaire. Très bien, merci Thibaut. L'adresse ça fonctionne, hein, c'est en ligne. C'est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel. Vous pouvez vous connecter dès maintenant. À l'exception du petit problème qu'il y a eu ce matin au niveau d'hébergement. Mais c'est réglé, vous pouvez vous connecter, vous pouvez tester, vous pouvez vous évaluer et puis rentrer dans une démarche de progrès et de pilotage de vos impacts. grandlyon.gem-éthique.com. Merci beaucoup Thibaut Bagnères. On va donner maintenant la parole à Damien Dumas et Christophe Fargier pour Apicil et Ninkasi, parce que voilà, vous avez été, comme l'a dit Emeline Baume, les bêta-testeurs en quelque sorte de cet outil, de cette plateforme. Christophe Fargier, on peut commencer peut-être avec vous. Bonjour, vous êtes président du Ninkasi
Bonjour. Président fondateur du Ninkasi. C'est ça. Très belle histoire, très belle entreprise et très bonne bière d'ailleurs au passage. Le hasard veut qu'en venant ici, j'étais juste derrière un énorme camion qui marquait We are Ninkasi, nous vous livrons, etc. Donc voilà, vous êtes très présent évidemment sur la métropole. Vous avez de grands projets aussi. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette aventure de testeur de la plateforme? Parce qu'on a commencé à travailler avec Génétique il y a un peu plus d'1 an. Donc on s'était lancé dans la démarche avec Léo de Génétique parce qu'on trouve la démarche très intéressante. Elle amène beaucoup de transparence. On s'était posé la question des labels. Est-ce qu'on va vers des labels type B Corps, PME+, et on a vraiment apprécié la proposition de valeur qu'apporte Génétique. Puisque ça amène beaucoup de transparence et ça a été dit, c'est une logique collective, il faut entraîner les équipes, il faut entraîner les parties prenantes et pour créer cette relation de confiance, il faut mettre de la transparence sur les sujets. Donc on a pu voir là où on était performant, là où on l'était pas et ça permet de nous engager après dans une dynamique de progrès, d'amélioration continue. Au tout début, combien de temps ça vous a pris pour les gens qui sont ici, qui se disent tiens, cet après-midi, demain, je vais me lancer sur la plateforme. Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il faut se documenter? Est-ce qu'il faut rentrer des chiffres? Ça va structurer le système d'information de l'entreprise. C'est-à-dire que la première fois, il y a des informations qu'on va mettre énormément de temps à aller chercher. Mais je trouve ça très pertinent parce que ça permet derrière de construire un système d'information qui va permettre de piloter. Ce qui a pris du temps, c'est qu'on a dû apporter la preuve des chiffres qu'on annonçait. Donc il y a un travail d'audit documentaire. Ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais dans le cadre de cette plateforme, il n'y aura pas nécessité de le faire, parce que nous, on a fait le choix de communiquer nos résultats à l'ensemble des gens qui souhaitaient avoir connaissance de nos performances. C'est très vertueux. J'ai entendu, vous avez mentionné WeCount. C'est un dispositif qui permet d'embarquer les équipes parce qu'on a de la formation intégrée. C'est pas un cabinet extérieur qui vient faire les choses et puis après on se retrouve avec un joli rapport sur le bureau et on sait pas trop quoi en faire. Ça initie le mouvement, la dynamique dans l'entreprise. Vous l'avez fait quand ce premier audit là sur Génétique? C'était en septembre de l'année dernière. D'accord. Et on vient de faire notre deuxième. La mise à jour. Alors qu'est-ce qui a changé entre les deux? Ça c'est intéressant. Comme ça a été dit, en fait on a les indicateurs qui s'affinent. Puisque je pense que Génétique est dans cette démarche aussi de progrès, puisqu'elle met au service de beaucoup plus d'entreprises sa plateforme et elle apprend de chaque rencontre. Chaque entreprise a ses spécificités en fonction de son secteur d'activité, de sa taille. Et alors pour Ninkasi, qu'est-ce qui a changé? Quelle est la note? Voilà, quelle est la note? C'est ça qui nous intéresse tous. Quelle était la note et quelle est la nouvelle note? Qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est une double question. Qu'est-ce que vous avez mis en place après le premier audit et qu'est-ce que ça a donné à la deuxième notation? Alors la note, elle était de 77 sur 100. Et le challenge qu'on s'est donné en interne, c'est de franchir la barre des 80 pour se situer dans les notes qu'ont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si on y sera, mais je sais qu'on a fait beaucoup de choses. Léo peut en témoigner. Il y a eu énormément de choses réalisées dans l'entreprise. Ça a été un accélérateur, en fait, parce qu'on a mis de la lumière. Il y a des sujets sur lesquels on se croyait très bon, notamment l'écosystème. Mais par exemple, un truc tout bête, on n'avait absolument rien contractualisé avec notre écosystème parce qu'on est dans des relations de confiance. Et finalement, ça nous a valu une mauvaise note. Donc on a travaillé sur le sujet de la contractualisation. On s'est rendu compte qu'on était une entreprise extrêmement jeune. On en avait un peu conscience, mais voilà, l'emploi des seniors dans notre entreprise, c'était catastrophique. Donc depuis, on a 3 seniors qui nous ont rejoints. Voilà, c'est plein de choses très concrètes, mais qui permettent, on peut appeler ça des quick wins, de se dire, tiens, là-dessus, il y a des choses qui peuvent très rapidement être faites. Voilà, et puis ça met de la lumière. C'est aussi très positif pour capitaliser sur ce qui a déjà été fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont une démarche RSE, qui font des choses pour l'environnement, mais qui n'en ont pas nécessairement conscience. C'est une question de bon sens. Oui. Si on s'approvisionne localement, ce qui est le cas du Ninkasi depuis l'origine, voilà, on a déjà des pratiques vertueuses. Merci Christophe Fargier. Damien Dumas, vous êtes directeur de stratégie chez Apicil, un groupe de santé et prévoyance notamment. Racontez-nous aussi comment vous êtes retrouvé dans cette aventure de bêta-testeur.
Alors, le groupe Apicil, effectivement, est le troisième groupe de protection sociale en France. Et il a été créé à l'initiative des chefs d'entreprise et des syndicats de salariés pour mettre en place des dispositifs de solidarité en cas de difficulté, au travers de la prévoyance ou de la santé, de la retraite. Donc, je veux dire, notre dès l'origine de la création du groupe, notre objectif était sociétal. Et en plus, créé par des représentants du patronat et des syndicats lyonnais, donc avec un objectif aussi de servir le territoire. Donc je veux dire, cette histoire d'aller chercher à mesurer l'impact que nous avons réellement sur la société qui nous entoure, c'est quelque chose qui est historique. Donc quand la métropole nous a approchés pour cette démarche, ça a été pour nous l'occasion de se dire, voilà, on peut partager l'expérience que l'on a de la manière de mesurer notre impact. Et puis un autre, et en fait c'est l'élément principal en tout cas de mon côté, c'est dans les échanges entre pairs, quand on a l'occasion de discuter ensemble sur toi comment tu fais pour mesurer tel ou tel sujet, comment tu arrives à vraiment concrètement trouver quelque chose. C'est pas toujours facile à mesurer ces choses-là. Quels sont les bons indicateurs qui te permettent d'avoir une réelle connaissance de ton impact. Donc c'était aussi au travers de ce groupe une occasion d'échange avec des pairs, donc apporter notre expertise et apprendre des autres. Mais alors le groupe Apicil, il est colossal, enfin il est très important en dimensionnement, il y a beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'agences, que sais-je. Comment on fait pour nourrir un outil pareil? C'est un travail à plein temps. Alors, l'objectif de suivre notre performance extra-financière, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on a depuis plusieurs années. On a travaillé aussi, on a été incité sur cet aspect responsabilité sociétale au travers de la loi Pacte à se réinterroger sur finalement c'est quoi notre rôle. Donc, on a fait le travail de déclinaison d'une raison d'être, donc par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Et ensuite, on est arrivé dans l'exercice du plan stratégique, exercice traditionnel dans les entreprises, tous les 4 ans, et on est reparti de cette raison d'être et on s'est dit notre stratégie dans toutes ses dimensions doit servir notre raison d'être. Et donc on a défini une stratégie qui intègre l'économique, le financier, les clients, mais également notre responsabilité sociétale en allant mettre effectivement des indicateurs qui vont nous permettre de suivre cette performance. Donc cet exercice, effectivement, il existe maintenant, ce sont des indicateurs dans notre tableau de bord stratégique, donc on va dire toute la collecte des informations. C'est quelque chose qui existe depuis 4-5 ans. On fait une déclaration de performance extra-financière. Alors c'est un exercice imposé à certaines entreprises cotées, mais qui ne l'était pas pour nous. Donc c'est un choix qu'on avait fait. Et en fait, on a organisé un dispositif, on va dire, transversal. Moi, je suis directeur de la stratégie, je ne suis pas directeur de la RSE. J'ai en revanche, vu que la RSE est intégrée à la stratégie, un rôle de coordination de cette dimension RSE. Et j'anime avec une collaboratrice qui est ici, un dispositif transversal qui regroupe la RH, les achats, la logistique, les fonctions métiers, pour que chacun puisse participer à cette collecte d'indicateurs. Alors, on avait la chance, par cet exercice, d'avoir ce dispositif qui existe, donc le référentiel d'indicateurs. Au moment où on a dû faire le test, on avait les éléments, parce que pour cette déclaration de performance extra-financière, et aussi parce qu'on a choisi de se faire évaluer par une agence de notation extra-financière. Donc ces indicateurs, on les avait. Alors je sais qu'au début, la première fois, effectivement, la personne à qui on dit tiens, c'est à toi de le faire, il va dire oh là, va falloir que j'appelle un tel. Donc assez rapidement, il faut créer ce dispositif transversal avec toutes les fonctions de l'entreprise pour pouvoir récupérer les informations. Après, une fois qu'on a ces informations, ce qui a été un peu la complexité, enfin le point supplémentaire que nous a apporté cet outil, c'est de le décliner au niveau territorial. Comme vous le dites, le groupe Apicil est national et même international, mais quand on nous pose des questions sur le territoire et concrètement ici, il y a certains indicateurs qu'on ne suit pas à ce niveau-là, malgré, ce que je racontais, notre origine territoriale. On est lyonnais et fiers d'être lyonnais, mais on est aussi au service des autres territoires sur lesquels on intervient. Donc, on a à gérer ce rôle en même temps global, mais aussi territorial et en proximité. Et alors, du coup, est-ce que vous avez une note ? Alors nous, quand on a fait l'exercice, on n'avait pas de notes. Alors oui, on a des notes, notre évaluation par une agence, on est A1, donc dans les 8% les meilleurs. Mais bon, on a l'avantage d'être effectivement de l'économie sociale et solidaire, donc peut-être que ça nous facilite sur certains critères. Donc on n'a pas encore la note sur cet outil, parce que nous, quand on l'a testé, c'était juste l'exercice et on n'avait pas la note à la fin. Mais maintenant que c'est ouvert, on va pouvoir le faire. Emeline Baume, c'est très français de donner des notes, mais est-ce que ça peut être aussi un peu vertueux? C'est-à-dire que est-ce que demain, dans les appels d'offres, par exemple publics, la métropole pourrait exiger qu'on soit au moins à 7 sur 10, à 7,5 sur 10, à 8 sur 10?
Oui, alors la note c'est un repère, hein. C'est comme à l'école en fait, hein. L'essentiel c'est de voir le chemin qui s'ouvre devant soi. Avec les autres, c'est super important de l'indiquer comme ça. Et demain, oui, parce qu'on met de la cohérence entre nos propos volontaires politiques et la réalité de ce que nous conduisons avec nos équipes, les achats publics seront forcément guidés par l'ensemble des indicateurs qu'on a listés là. Et effectivement, Apicil a testé la pertinence des indicateurs regroupés autour de 5 familles. C'était ça qu'on allait chercher auprès de nos comptes clés. Avant de passer la parole aux gens qui sont ici et qui ont certainement des questions pour nos différents chefs et dirigeants d'entreprise, quelles sont les suites qui vont être données à cette plateforme? Elle va être encore un peu améliorée, elle va être encore étoffée, j'imagine? Oui, elle va être encore améliorée, des commentaires qu'on va continuer à recevoir, des fameux comptes clés qui sont en lien précis avec Thibaut et Anne-Sophie. Une chose qui est importante, qu'on n'a pas pris le soin d'indiquer, mais qui peut compter pour certaines organisations socio-économiques, vos données vous appartiennent. Nous, on vous pousse un outil pour piloter votre action dans votre organisation et pour impacter le territoire et donc pour piloter aussi nos politiques publiques, pour parler à nos politiques publiques. Ceci étant dit, on garantit avec Génétique la non-diffusion de vos données. On n'ira surtout pas sourcer ça, ni nous, Métropole, ni les diffuser à vos collègues, concurrents, collaborateurs, etc. Je pense que la confiance, c'est essentiel pour faire collectif, toujours pareil, et pour faire face à ces fameuses urgences sociales et écologiques. Merci. Bruno Bernard, un mot de conclusion avant de passer à quelques questions. Merci bien à Christophe Fargé et Damien Dumas d'avoir participé à cette action, parce que c'est important pour nous, au-delà des objectifs qu'on a, de vouloir être exemplaire, qu'on apporte à la métropole de Lyon des solutions. Donc on le fait à travers nos achats, mais ça c'est des solutions simples, collaboratives, qui vont pouvoir être partagées. Ça a été dit par plusieurs chefs d'entreprise. La prise de conscience à un moment donné d'une donnée qu'on n'avait pas vue, c'est déjà essentiel. Et donc c'est le premier pas pour éventuellement, et nous l'espérons, progresser derrière. Donc je suis très heureux de cet outil. Je remercie la vice-présidente et les 4 chefs d'entreprise qui étaient présents avec nous aujourd'hui. Ça montre tout ça, qu'on peut avancer réellement, concrètement et transformer nos entreprises, notre pays, notre métropole de Lyon, en préservant le climat, en tenant compte des salariés. Donc ça me rend très optimiste. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, j'imagine, pour... voilà, je vous passe le micro. Merci. Juste pour être clair, quand vous disiez tout à l'heure que demain les achats publics seront guidés par ces critères-là, on ne parle pas les résultats de cette plateforme-là qui est un titre d'auto-évaluation. Oui, on parle des indicateurs. On parle du contenu des indicateurs et pas de la note. Bien sûr. Ok. Allez-y, j'arrive. Bonjour. Est-ce que c'est réservé aux entreprises de la métropole, du territoire de la métropole? Ou est-ce qu'une entreprise qui est à Saint-Étienne ou à Nantes peut... Alors, comme c'est sur Internet, n'importe qui peut sourcer cet outil. Après, demain, pour qu'un développeur économique ou un chargé de mission, chef de projet économie circulaire accompagne, il faudra être une structure du territoire. Ceci étant dit, je rappelle qu'on est en alliance territoriale sur la plupart des sujets industriels avec Saint-Étienne Métropole, donc un grand bassin de vie économique. Voilà, s'il y a des sujets, on saura aussi d'accompagnement, on saura aussi aller chercher les bons contacts aux bons endroits. On est là pour coopérer. Donc cet outil, on souhaite le partager avec tous les territoires qui le veulent, y compris montrer ce qu'on fait nous en accompagnement. Et plus ça sert dans les autres territoires français, plus on sera satisfait. D'autres questions? Et vous pouvez aussi interroger Alexandra Mathiolon et Cécile Mazot sur leur expérience à la CEC. Hein. Vous disiez que chaque entreprise est propriétaire de ses données. Est-ce que néanmoins la métropole peut avoir un accès global aux données des entreprises du territoire? Aux tendances globales, oui. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai pris le soin de vous dire tout à l'heure. Nous, ça peut nous permettre aussi, ça nous donne une grille de lecture pour notre plan climat-air-énergie, pour l'application du schéma des énergies, pour les sujets autour de l'insertion sociale et professionnelle, etc., etc. Ouais, c'est intéressant. Mais ça reste du global et macro, non nominatif. D'autres questions? Monsieur là-bas, j'arrive. Hop, pardon. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Justement, une question aux 2 chefs d'entreprise. Quand vous faites votre analyse sur ces critères,
est-ce que vous vous dites que la prise en compte de ces critères va avoir à un moment un impact sur votre rentabilité financière? Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez? Oui. Est-ce que c'est compatible avec votre activité économique? Tout est lié. Tout est lié. On parle beaucoup de sens aujourd'hui. Déjà, pour recruter des collaborateurs, il faut déjà s'embarquer sur ce genre d'aventure. Parce que mais je le vois déjà aujourd'hui, les jeunes générations qui arrivent, si on leur donne pas de sens, et le sens, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, mais le sens d'abord, c'est pourquoi tu produis, comment tu produis, c'est quoi le sens de ton entreprise, c'est quoi l'objectif de ton groupe, quoi. Et ça, c'est la vision qui a été rappelée tout à l'heure. C'est d'abord, quelle vision j'ai de mon entreprise. Donc ça, c'est important. Moi, personnellement, j'ai d'abord fait une introspection pour comprendre qui j'étais, pour pouvoir me dire, tiens, mon groupe, donc là où je veux l'amener. Et donc l'environnement a une part très très importante. Donc déjà, si on veut que nos salariés soient bien dans l'entreprise, soient productifs et du coup aient une rentabilité, on va dire, plus forte, déjà, faut les embarquer. Ça, c'est la première des choses. Et après, à très court terme, voire l'année prochaine, 2022-2023, il y a tous les indicateurs extra-financiers qui seront là pour les entreprises de côté, mais pas que. Ça va toucher toutes les entreprises. Donc demain, à très court terme, pour être concret, les banques ne prêteront plus facilement aux entreprises, on va dire, qui ont ce type de notation et de cotation. Mais je pense qu'avant de parler de notes, je pense que c'est déjà, Emeline l'a rappelé, c'est la démarche. C'est une démarche qui est vertueuse où le matin, tu te lèves, tu te dis, je peux me regarder dans la glace, je peux regarder mes enfants dans les yeux et me dire, je me sens bien parce que je me sens participer à quelque chose de beaucoup plus grand que juste me lever pour travailler, quoi. Voilà, c'est une démarche c'est une rentabilité, mais tu vois, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus large. Enfin, je sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est quelque chose de puissant. Voilà. Non, et puis je veux juste en complément de ce qu'a dit Cécile, moi je veux rappeler que voilà, on pense évidemment à l'impact court terme. Évidemment, je pense qu'il y en aura éventuellement un qui pourrait être plus ou moins important. Mais rappelons-nous du coût long terme de tout ce qu'on ne fait pas sur l'action climatique. Et je pense que ça aujourd'hui, on y croit fondamentalement et c'est ce qui doit nous driver. Et c'est pour ça qu'on a d'autant plus besoin que toutes les entreprises soient embarquées, parce que du coup, ça nous permettra d'avoir des discussions constructives avec nos clients et nos parties prenantes forcément sur ce sujet. D'autres questions pour nos intervenants ce midi? Là, madame. Oui, votre réponse m'appelle une autre question. Vous dites, pour les accompagnements, il faudrait qu'il y ait que les entreprises soient du territoire. Donc, est-ce que ça veut dire que derrière, la métropole a prévu d'accompagner les entreprises dans une démarche pour aller plus loin? Ah oui, en fait, les 5 briques d'indicateurs, elles recoupent des enjeux qui sont essentiels pour l'exécutif. Je vais vous en citer un. La question de l'insertion large, de l'inclusion. On a des agents du service public qui sont sur ce sujet-là. J'ai pris soin de l'indiquer. Je rappelle qu'on accompagne les femmes et les hommes en parcours de RSA. Mais on a aussi le sujet d'aller tout particulièrement chercher les hommes et les femmes qui vivent en quartier politique de la ville et qui n'ont pas forcément le réflexe, je donne un exemple terre à terre, d'aller répondre aux offres d'emploi dans la vallée de la Chimie, alors même qu'ils habitent pas très loin, mais que dans l'inconscient collectif, il y a un fossé. Donc oui, on a les hommes et les femmes derrière du service public qui accompagnent parce que ça correspond à nos politiques publiques. Allez-y. Oui, j'arrive. Oui, alors j'ai un témoignage et une question. Donc le témoignage, c'est que ça a été effectivement un grand plaisir de participer à ces groupes de travail, parce que j'ai découvert plein de personnes, plein d'activités qu'on ne soupçonne pas au quotidien. Donc merci effectivement à l'équipe et à Anne-Sophie pour toute l'animation. Parce qu'au départ, on était un peu perdus. Là, on voit le résultat, mais vous nous avez guidés aussi dans l'exercice. Et une question que j'ai d'ailleurs déjà posée dans les groupes de travail, c'est est-ce que vous envisagez, vous l'avez dit par rapport à Saint-Étienne, mais plus largement entre maîtres d'ouvrage, est-ce que sur ces sujets-là, où c'est important de voir effectivement, et moi j'aime bien la démarche, on n'achète pas un outil sur étagère, mais on va construire quelque chose. Comment imaginez-vous le partage avec les autres agglomérations, grandes ou petites? Voilà. Moi, je souhaite vraiment qu'on partage, comme je l'ai dit, au maximum. Et c'est pas que d'ailleurs que sur ce sujet. La métropole de Lyon est très puissante,
elle grossit beaucoup. On a besoin d'un meilleur équilibre territorial avec les voisins. On a besoin de partager les choses. Donc cet outil, je souhaite qu'il soit partagé. Toutes les agglomérations qui viendront voir nos services, nous mettrons à disposition les éléments que nous avons, comment nous travaillons. Et si ça peut les aspirer et les faire avancer, tant mieux. Et naturellement, dans l'autre sens, on aura aussi certainement des choses à prendre d'autres territoires. On n'est pas forcément les meilleurs sur chaque thématique, même si nous sommes la métropole de Lyon. Donc on a besoin d'échanger et d'avancer ensemble. Encore une question. Non, c'est pas une question, c'est aussi un témoignage parce que j'étais dans les bêta-testeurs. Cet outil nous oblige à nous poser des questions et donc à y trouver des réponses. Donc c'est très positif si c'est un outil d'émulation. Il y a un risque avec la note, parce que quand on met une note, on veut être premier de la classe ou se montrer. Et si c'est un outil de compétition, attention. Alors, première chose, ce qu'on appelle la note appartient à l'organisation socio-économique. Elle n'est pas diffusée même à moi ou à Thibaut. Voilà. Je pense que et l'enjeu n'est pas du tout de mettre en compétition les organisations, mais vraiment de guider sur des éléments, comme disait Christophe tout à l'heure, vous n'aviez pas envisagé, donc qui sont mis en lumière grâce à la recherche que vous avez autour de certains indicateurs et d'autres éléments que vous aviez identifiés et pour lesquels on peut vous permettre d'accélérer dans un processus vertueux. Mais l'idée n'est vraiment pas de mettre en compétition. Très bien, j'ai une question par ici. Alors c'est plus une remarque. En fait, donc nous on est les étudiants de la Public Factory de Sciences Po et on a aidé à mettre en place cet outil. Et on est super content d'être là et de voir que cet outil, il a pris cette forme aboutie. On est très heureux aussi que vous avez pu le tester et vraiment toutes vos remarques sont super constructives pour nous parce que c'est des questions qui ont été posées dès le début du projet en fait. Et de voir que ça vous a aidé, notamment vous qui êtes président de l'Unicasi, que ça vous a aidé à mettre en place des choses dans votre entreprise. C'est super gratifiant pour nous de voir que ça va vraiment avoir un impact. Et donc voilà, on est super contents. On espère que ça va aller plus loin encore. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence de presse, de cette rencontre. Merci de votre attention. Et puis nos intervenants restent sur le stand si vous voulez les rencontrer. Merci, bonne journée.